Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous démontrer l'inégalité de Jensen. C'est une inégalité qui est très intéressante. Et pour ceux et celles qui me suivent, qui suivent cette chaîne, ça ne vous aura pas échappé que j'ai déjà publié une vidéo qui traitait de l'inégalité de Jensen. Sauf que le cas que j'ai évoqué, c'est un cas particulier. Et aujourd'hui, je vais détailler le cas général de cette inégalité de Jensen avec des coefficients alpha i qu'on va voir, qui peuvent être quelconques, tandis que la vidéo que j'ai déjà publiée, c'était un cas particulier où les alpha i sont égaux à 1 sur n. Alors, l'inégalité de Jensen, c'est quoi? C'est une généralisation de l'inégalité de convexité. L'inégalité de convexité, vous savez bien, c'est une inégalité qui est appliquée à deux nombres, x et y par exemple, qui appartiennent à un intervalle dans lequel la fonction va être convexe. Et vous allez avoir, quel que soit t éléments entre 0 et 1, f de t fois x plus 1 moins t y est inférieur à t fois f de x plus 1 moins t fois f de y. L'inégalité de Jensen, c'est la généralisation de cette inégalité, mais pour n éléments appartenant à un intervalle, un domaine sur lequel la fonction va être convexe. Pourquoi cette inégalité est intéressante? Pourquoi elle est importante? Parce qu'elle va nous permettre de déduire ou de démontrer d'autres inégalités qui peuvent être très utiles, non seulement en mathématiques, mais également dans d'autres domaines, notamment par exemple en thermodynamique. Vous avez l'inégalité de Gibbs, qui est directement la déduction, l'induction à partir de cette inégalité de Jensen. Vous avez également des applications sur la notion d'entropie, des applications de cette inégalité dans tout ce qui est l'univers de probabilité, etc. Voilà les amis, donc c'est une inégalité très intéressante. Si vous êtes en classe préparatoire première année ou deuxième année, que vous préparez des concours, si vous êtes également en terminale ou au lycée, parce que je connais beaucoup d'élèves qui préparent des concours de mathématiques, comme les Olympiades de mathématiques par exemple, que ce soit au niveau local, régional, national ou même international, ça peut vous servir et ça peut vous apporter un instrument supplémentaire dans les propriétés, dans la boîte à outils dont vous disposez pour résoudre des exercices et notamment les exercices qui traitent des inégalités. Les amis, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, si vous appréciez tout le travail fourni, je vous invite vraiment à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas parce que ça me permet de gagner en visibilité sur YouTube et ça vous permet également d'être notifié quand je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également les amis, si vous appréciez ma façon d'expliquer, ma méthodologie, les thèmes que j'aborde et la façon de les présenter, à m'écrire à mounir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par un cours particulier, individuel ou collectif avec moi, ou un stage de remise à niveau ou sur un sujet spécifique. N'hésitez pas à m'écrire, je propose beaucoup de stages, notamment au cours des vacances scolaires ou les week-ends. Et puis j'ai des cours réguliers également qui peuvent être individuels ou collectifs avec des formules très intéressantes. Donc n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. J'ai une page sur Facebook, j'ai un compte Instagram dans lequel je publie des corrections écrites de toutes les vidéos que je développe sur cette chaîne. N'hésitez pas également à vous inscrire à ma newsletter, vous trouverez le lien en description. Et j'ai également mon canal Telegram et TikTok que vous trouverez également en description de cette vidéo. Et bien sûr, à faire vivre cette chaîne par vos commentaires et par vos likes. Et donc les amis, on va commencer la correction, la démonstration de cette inégalité de convexité généralisée ou l'inégalité de Jensen. Alors les amis, ici, donc, on va considérer I un intervalle de R, et on va considérer F une application de I dans R, qui est convexe évidemment sur I, ici. Et il s'agit de montrer que quel que soit n strictement supérieur à 0, donc un entier naturel supérieur ou égal à 1, tout nombre, et pour tout nombre réel strictement positif, alpha 1 jusqu'à alpha n, tel que la somme des alpha i est égale à 1, et pour tout xi de 1 jusqu'à n appartenant à i, on a d'abord, si on a sigma alpha i xi appartient à i, et f appliqué à sigma alpha i xi est inférieur ou égal à sigma de alpha i f de xi. Voilà les amis, la formulation de cette inégalité de Jensen. Donc correction, démonstration ou correction. Alors, donc les amis, ici on doit démontrer ça, ça ne vous a pas échappé, quel que soit n appartenant à n étoiles, d'accord? Donc on va essayer de procéder par récurrence. Donc on procède par récurrence.
Alors, on va commencer par l'initialisation. Donc, initialisation. On va commencer par l'initialisation. Donc, hop. Donc, pour n égale à 1. Donc, pour n égale à 1, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, soit on va considérer un seul réel, du coup. On considère x1 appartenant à i, d'accord? Donc un réel qui appartient à i, voilà. Alors, strictement évidemment positif, voilà, donc strictement positif. Et on va considérer un alpha 1 qui appartient à R. Alors, non, en réalité, le xi n'est pas obligé d'être positif, hein, en réalité, hop. x1 appartenant à n, c'est alpha 1 qui doit être positif. Donc, et alpha 1 appartenant à R, tel que, du coup, puisqu'il n'y a que alpha 1, on va avoir alpha 1 égale 1. La somme des alpha i est égale à 1. Ici, comme il n'y en a qu'un seul, ça va être alpha 1 égale 1. Donc, dans ce cas, déjà, si on fait alpha 1 fois x1 est égal à x1 ici, puisque alpha 1 est égal à 1, et x1 appartient à i. Donc, on peut dire que sigma, si vous voulez, de i allant de 1 jusqu'à 1 de alpha i xi, ça n'a pas de sens de l'écrire comme ça, mais on peut dire déjà que ça appartient à i, puisque sigma de 1 jusqu'à 1, ça fait juste alpha 1 x1, qui est égal à x1 appartenant à i, et ça c'est une évidence, puisque x1, on l'a pris dans i. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, si vous faites f de cette somme, du coup, f de alpha 1 x1, c'est f de x1, c'est inférieur naturellement ou égal à alpha 1 fois f de x1, puisque alpha 1 est égal à 1, donc qui est f de x1 ici. Donc, évidemment, il est évident que la propriété est vraie pour n égale à 1. Donc, la propriété est vraie pour n égale 1. Aucune difficulté. Maintenant, l'hérédité. Hérédité. Donc, on va considérer un entier naturel n fixé. Bien sûr, un entier naturel non nul, parce qu'il faut qu'on démontre pour n strictement supérieur à 0. Donc, on considère n appartenant à n étoile fixé. Voilà, donc on suppose que, alors attention, on suppose que pour tout réel x1 jusqu'à xn de i, et pour tout réel strictement positif alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, tel que sigma alpha i xi égale, sigma alpha i égale à 1, i allant de 1 jusqu'à n. Donc si l'on a ça, eh bien dans ce cas, l'hypothèse, c'est que sigma alpha i xi, i allant de 1 jusqu'à n est dans i, d'accord? Donc la partie i est stable par cette combinaison linéaire, ça c'est la première chose, première supposition, et que la deuxième supposition, c'est cette fameuse inégalité de Jensen, f de sigma alpha i xi, i allant de 1 jusqu'à n, est inférieur à sigma alpha i f de xi, i allant de 1 jusqu'à n. Alors il faut que je précise ici, je ne l'ai pas fait, mais la fonction f, bien sûr, est convexe, n'est-ce pas? On procède par récurrence, soit f de i dans R convexe sur i. D'accord? Donc, je ne l'ai pas précisé, je le précise ici parce que ça va sans doute, certainement, nous servir, notamment dans l'étape de l'hérédité. Super, ben voilà, donc c'est ce qu'on suppose. Maintenant, il ne reste plus qu'à démontrer la propriété, la prouver pour le rang n plus 1. Donc, prouvons
la propriété au rang n plus 1. Pour ce faire, donc, on considère... Alors, soit je vais considérer de nouveaux réels x1, je vais les appeler x1 jusqu'à xn plus 1, d'accord, appartenant à i, des réels qui appartiennent à i, qui est une partie de R, et alpha 1 jusqu'à alpha n plus 1, d'accord, qui sont des réels strictement positifs, des réels strictement positifs, tels que sigma des alpha i allant de 1 jusqu'à n plus 1, du coup, est égal à 1. Alors, si vous voulez éviter les confusions, vous pouvez prendre d'autres réels en réalité, n'est-ce pas? Enfin, pour pas qu'il y ait de confusion avec les réels qu'on a supposés, qu'on a exprimés dans l'hypothèse de récurrence, vous pouvez par exemple appeler les xi, x'I, d'accord? Et les alpha i, alpha prime, d'accord? Comme ça, on anonymise ces réels-là et il n'y a pas de confusion avec l'hypothèse, puisqu'en fait, il faut qu'on démontre ça pour tout n plus 1. Pour tout n plus 1 réel xi ou x'I, et pour tout n plus 1 réel strictement positif alpha i ou alpha prime i. Donc pour pas qu'il y ait de confusion avec ces réels que j'ai choisi ici d'exprimer, je vais les noter différemment, et donc je vais mettre des primes pour pas qu'il y ait de confusion justement. Évidemment les amis, si vous voulez faire la récurrence par vous-même, vous pouvez arrêter la vidéo ici, mettre sur pause, essayer de faire par vous-même et puis me dire en commentaire par la suite si vous avez réussi. Autrement, n'hésitez pas à continuer le visionnage de la vidéo jusqu'au bout. Voilà, donc là on considère ça. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est la démonstration que, eh bien, sigma alpha i xi, eh bien, sigma alpha prime i x prime i appartient à i. Donc, on a deux possibilités. Alors, on a deux possibilités. Déjà, première possibilité. Alors, première possibilité, ici, comme ces réels sont strictement positifs, tels que leur somme est égale à 1. Ça veut dire qu'aucun d'eux ne peut être nul, d'accord? Aucun de ces réels ne peut être nul. Donc, on en a bien n plus 1. Parce que si on avait un qui était nul, bah ce serait assez évident, quoi. Parce que sigma alpha i xi, dans ce cas, on aurait eu, on serait tombé au rang n, tout simplement, et on aurait tout simplement pu le vérifier. Alors, les amis, ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a deux choses. La première chose, c'est comme on a sigma des alpha prime i allant de 1 jusqu'à n plus 1 est égal à 1. C'est comme si on avait en fait alpha prime 1 plus jusqu'à arriver à alpha prime n plus alpha prime n plus 1 égale à 1. Donc si vous voulez, cette somme-là, en fait, c'est quoi? Alpha prime 1 plus jusqu'à arriver à alpha prime n est égal à 1 moins alpha prime n plus 1. D'accord? Et ici, en fait, il est interdit que les termes soient nuls. Aucun n'est nul puisqu'ils sont strictement positifs. Et puis, du coup, aucun n'est égal à 1. D'accord? Donc, alpha prime, parce que si l'un est égal à 1, ça signifierait qu'au moins, que tous les autres sont égaux à 0. D'accord? Ce qui n'est pas possible. Donc, aucun élément n'est égal à 1 et aucun élément n'est égal à 0. Ça signifie que les alpha prime i sont entre 0 et 1. Super, c'est intéressant ça, ce qu'on vient de voir. Vous allez voir pourquoi. C'est très intéressant dans la suite. Donc, ici, vous avez donc, comment est-ce qu'on peut exprimer? On peut donc factoriser, par 1 moins alpha prime n plus 1. Donc, votre sigma i allant de 1 jusqu'à n plus 1 de alpha prime i xi, on peut écrire d'abord cette somme en haut et factoriser ça par 1 moins alpha prime n plus 1. D'accord? 1 moins alpha prime n plus 1. Si vous factorisez ça par 1 moins alpha prime n plus 1, ça vous fait ça facteur de quoi? Ça vous fait facteur de alpha prime 1 sur
1 moins alpha prime n plus 1 fois x1 plus jusqu'à arriver à alpha prime n sur 1 moins alpha prime n plus 1 fois xn. Plus évidemment, n'oubliez pas, le dernier élément ici, c'est alpha prime n plus 1 fois xn plus 1, x prime n plus 1. Ok, donc on a réussi à écrire ça sous cette forme. Alors, tac, un élément fois un autre élément, plus un élément fois un autre élément. Maintenant, regardez bien, on observons ça. Alpha prime 1 sur 1 moins alpha prime n plus 1 fois x1 plus cette somme-là, en fait, jusqu'à arriver à alpha prime n divisé par 1 moins alpha prime n plus 1 fois x prime et x prime n. D'accord? Observons cette somme. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on a? On a les xi, les x prime i appartiennent à n. D'accord? D'une part, x prime i, pour i appartenant à 1 n, appartiennent à i, plutôt. Voilà. Et d'autre part, qu'est-ce qu'on a d'autre part si vous faites la somme que des coefficients ici? C'est-à-dire la somme de ce coefficient plus le deuxième plus le troisième jusqu'à arriver au nème. D'autre part, sigma des alpha prime i sur 1 moins alpha prime n plus 1, i allant de 1 jusqu'à n. Cette somme, vous pouvez factoriser par le dénominateur, ça va vous faire 1 sur 1 moins alpha prime n plus 1 fois la somme des alpha prime i allant de 1 jusqu'à n. Et la somme des alpha prime i, qu'est-ce que j'ai démontré? Cette somme des alpha prime i, c'est ça, hein, est égale à 1 moins alpha prime n plus 1. D'accord? Donc, ça nous fait quoi, du coup, finalement? C'est comme si on avait 1 sur 1 moins alpha prime n plus 1 multiplié par, ici, par 1 moins alpha prime n plus 1. N'est-ce pas? Parce que la somme des alpha prime i de 1 jusqu'à n, c'est 1 moins alpha prime n plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer? Que ça, c'est égal à 1. Je peux simplifier. Donc, est égal à 1. Cette somme, i allant de 1 jusqu'à n, des coefficients ici, 1 alpha prime i sur 1 moins alpha prime n plus 1 est égal à 1. Donc, vous avez des éléments qui appartiennent à i, et les coefficients, la somme des coefficients est égale à 1. Donc, on peut appliquer l'inégalité de récurrence ici, enfin l'hypothèse de récurrence, d'accord? D'après l'hypothèse de récurrence, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que, du coup, cette première partie, en fait, cette somme-là, elle est dans i, d'accord? Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, alpha prime 1 sur 1 moins alpha prime n plus 1 fois x prime 1 plus jusqu'à arriver à alpha prime n sur 1 moins alpha prime n plus 1 fois x prime n plus 1 appartient à i. D'accord? Je vous rappelle l'hypothèse de récurrence, c'est que pour tout entier naturel, pour tout réel x1 jusqu'à xn qui appartiennent à i, et pour tout réel strictement positif alpha i, ici, tel que sigma des alpha i est égal à 1, tout coefficient strictement positif qui vérifie que leur somme est égale à 1, on a supposé que cette somme, cette combinaison linéaire appartient à i. Ici, c'est la même chose, on a simplement appliqué l'hypothèse de récurrence, on a n nombres, n réels, x'1 jusqu'à x'n qui appartiennent à i. On a des coefficients qui sont évidemment ici strictement positifs, puisque 1 moins alpha prime n plus 1 qui est au dénominateur de chacun d'eux est strictement positif, car alpha prime n plus 1, je l'ai justifié tout à l'heure, est strictement inférieur à 1. Voilà. Et alpha prime 1, alpha prime 2, alpha prime jusqu'à alpha prime n, ce sont des nombres positifs. Donc tous ces coefficients se trouvent être entre 0 et 1 strictement. Donc voilà, on a appliqué, donc ça nous a permis de déduire que ce premier coefficient ici, enfin ce nombre-là,
combinaison linéaire est dans I. Ok, donc cette combinaison linéaire, c'est ça. Ça est dans I. Donc on multiplie ça par un coefficient, on rajoute ça à un coefficient qui est strictement positif et inférieur strictement à 1, fois un nombre qui est dans I. Donc si on pose... Alors, je peux appeler ça S, donc on pose S, ou je peux l'appeler ce que vous voulez, on pose S par exemple égale ce fameux alpha prime 1 sur 1 moins alpha prime n plus 1 x prime 1 jusqu'à arriver à alpha prime n sur 1 moins alpha prime n plus 1 fois x prime n plus 1. Je ne suis pas obligé de le faire, mais je vais le faire pour que vous voyez un peu ce que ça a donné, quoi. Donc ce S appartient à I, n'est-ce pas? Donc, et notre sigma initial de 1 jusqu'à n plus 1 de alpha prime n plus 1, alpha prime I, pardon, fois x prime I, eh ben, on a pu l'écrire sous la forme d'un coefficient. En l'occurrence, c'est quoi ce coefficient? C'est 1 moins alpha prime n plus 1 fois ce fameux S, plus alpha prime n plus 1 fois x prime n plus 1. Alors, c'est... Je vais l'écrire en plus petit parce qu'il n'y a pas suffisamment de place. Donc, ça, on a 1 moins alpha prime n plus 1 fois S plus alpha prime n plus 1 fois x prime n plus 1. Alors, avec S et x prime n plus 1, les deux dans I. D'accord? Ça dans I et ça dans I. Donc, et on a le alpha prime ici, n plus 1, qui est ici. C'est comme s'il jouait le rôle de T. D'accord? C'est comme s'il jouait le rôle d'un poids, en fait, et qu'on cherchait qu'il y avait un barycentre entre S et x prime n plus 1. Je m'explique. Souvenez-vous, les amis, de cette propriété. Si vous avez, je vais l'écrire rapidement, propriété, si l'on a deux réels, soit x, y, deux réels appartenant à un intervalle i, d'accord? Alors, quel que soit t appartenant à 0,1, quel que soit t appartenant à 0,1, alors, quel que soit t appartenant à 0,1, en fait, vous avez t fois x, si vous multipliez t fois x, plus 1 moins t fois y, ça appartient toujours à i, en fait. Donc, c'est un nombre qui non seulement appartient à i, mais en plus, il est entre x et y, selon que x soit supérieur à y, ou y soit inférieur à x. Ça, c'est une propriété sur laquelle que j'avais évoquée dans une vidéo précédente, notamment sur la convexité et sur le minimum. Et donc voilà, donc les amis, on a réussi à écrire cette somme, sigma alpha prime i xi, sous la forme d'un coefficient alpha prime i, ici, fois x prime i, n plus 1, x prime n plus 1 et fois quelque chose qui appartient également à i. Donc c'est une combinaison linéaire avec notre coefficient t ici. En fait, notre t, c'est alpha prime n plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du coup? On peut dire que, on peut conclure, par conséquent, on peut dire, puisque en fait, ça se trouve, en fait, cette somme se trouve entre x prime n plus 1 et cet élément ici, cette somme alpha prime i sur 1 moins alpha prime n plus 1 fois xi entre 1 et n, cette somme-là, eh ben, ça veut dire que forcément, ça appartient à i. Par conséquent, la somme, sigma i allant de 1 jusqu'à n plus 1, alpha prime i xi, appartient à i. Voilà les amis, donc déjà pour cette première condition qu'on vient de vérifier ici. Ok. Donc maintenant pour l'inégalité de convexité généralisée. Alors maintenant, démontrons que l'inégalité de convexité généralisée est valable et vérifiable au rang n plus 1. Alors, on commence d'abord par observer la somme. Donc, observons cette somme, la somme qu'on vient de voir. Donc ici, cette somme en l'occurrence qui est à l'intérieur, l'alpha prime i, le alpha prime i sur 1 moins alpha prime, etc. Donc la somme, plutôt, hop,
alpha prime 1 sur 1 moins alpha prime n plus 1 fois x prime 1 plus jusqu'à arriver à alpha prime n sur 1 moins alpha prime n plus 1 fois x prime n, d'accord? Qu'on peut appeler S, d'accord? On va l'appeler S, d'accord? La somme qu'on note S. Qu'est-ce qu'elle a cette somme? Alors, vous avez d'une part chacun des coefficients x'(i) appartenant à n appartient à i. Donc, d'une part, vous avez quel que soit i appartenant à 1n, x'(i) appartient à i. Et les coefficients, d'autre part, si vous prenez les coefficients alpha prime i, les coefficients de cette somme, qui sont les alpha prime i sur 1 moins alpha prime n plus 1, avec i, encore une fois, appartenant à 1n, vérifie. Qu'est-ce qu'il vérifie? Alors, si vous additionnez tous ces coefficients, si vous faites sigma de alpha prime i sur 1 moins alpha prime n plus 1, i allant de 1 jusqu'à n, qu'est-ce que ça vous fait? Le 1 moins alpha prime n plus 1, c'est une constante, on peut factoriser avec, fois somme de alpha prime i allant de 1 jusqu'à n. Et cette somme de alpha prime i de 1 jusqu'à n, c'est ce qu'on a montré justement, égale à 1 moins alpha prime n plus 1. Donc, cette somme finalement est égale à 1. Donc, c'est comme si vous aviez 1 moins alpha prime n plus 1 divisé par 1 moins alpha prime n plus 1. On conclut donc que cette somme est égale à 1. Donc, la somme des coefficients ici, jusqu'à n, alpha prime i sur 1 moins alpha prime n plus 1, est égale à 1. Ok, donc la somme est égale à 1, les coefficients appartiennent à i, et en plus de ça, chacun de ces coefficients-là est entre 0 et 1, n'est-ce pas? C'est assez simple à voir, d'accord? Donc, de plus, comme quel que soit i appartenant à 1n, chaque coefficient alpha prime i sur 1 moins alpha prime n plus 1 est entre 0 et 1, en fait, évidemment, puisque chacun, on peut dire même 0 et 1 ouvert, parce que ça ne peut pas être nul. Parce que si c'est nul, ça veut dire que 1 des alpha prime i est nul, et ça ne peut pas être égal à 1 non plus, parce que ça voudrait dire que alpha prime n plus 1 serait égal à 0. Voilà, donc du coup, d'après l'hypothèse de récurrence, on a n réel de i, réel positif de i, et on a n coefficients tels que leur somme est égale à 1. Donc du coup, ça veut dire, d'après l'hypothèse de récurrence, que cette combinaison linéaire est dans i. D'après, je vais l'écrire dans une autre page, hop, d'après l'hypothèse de récurrence, nous aurions donc alpha prime, cette somme S, que j'ai appelée S en fait, qui est alpha prime 1 sur 1 moins alpha prime n plus 1 fois x prime 1 jusqu'à alpha prime n sur 1 moins alpha prime n plus 1 fois x prime n plus 1, est dans i, d'accord? D'après l'hypothèse de récurrence. On a supposé à l'hypothèse que si on avait ces deux conditions qui étaient réunies pour n réel de i et pour n coefficients qui vérifient leur somme est égale à 1 et qui sont entre 0 et 1, et bien cette combinaison linéaire serait, selon cette hypothèse, dans i. Ok, donc maintenant, récapitulons. Donc, par ailleurs, la somme que je cherche à obtenir au rang n plus 1, c'est la somme i allant de 1 jusqu'à n plus 1, je n'ai pas oublié le but, alpha prime i fois x prime i. On a pu l'écrire tout à l'heure sous la forme d'une factorisation, vous voyez, 1 moins alpha prime n plus 1. Donc on a pu faire
1 moins alpha prime n plus 1, justement fois ce nombre S, plus on avait gardé alpha prime n plus 1 fois x prime n plus 1. D'accord? Donc, on a pu écrire ça de cette manière-là. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer, du coup, les amis, que si vous faites... Donc, S, lui, il est dans I. X prime I, n plus 1, il est dans I. Comme la fonction f est convexe sur I, comme f est convexe sur I, et bien sûr, alpha prime n plus 1, il est dans 0, 1 ici, on peut dire que f, si vous calculez l'image de cette somme, f de sigma i allant de 1 jusqu'à n plus 1 de alpha prime n de alpha prime i fois x prime i, eh bien, cette somme va être inférieure, qui est en fait f de ça va être inférieur à 1 moins alpha prime n plus 1 fois f de s, plus alpha prime n plus 1 fois f de xn. X prime n plus 1. Alors, je vais rapetisser un petit peu, écrire plus petit pour pouvoir tout mettre dedans. Hop. Voilà, petit problème de gestion d'espace. 1 moins alpha prime n plus 1 f de s plus alpha prime n plus 1 fois f de x prime n plus 1. Ok, très bien. Donc là, on a pu faire la première majoration de l'image de cette somme. Maintenant, voyons voir f de s. C'est quoi ce f de s? Alors, si vous faites f de s, vous êtes d'accord, ce s, je l'ai appelé, en fait, c'est quoi? C'est alpha prime 1 sur 1 moins alpha prime n plus 1, x prime de 1, plus, jusqu'à arriver à quoi? Alpha prime n sur 1 moins alpha prime n plus 1 fois x prime n plus 1. Ok. Donc ici, il suffit simplement d'appliquer l'hypothèse de récurrence, mais pour la deuxième, parce que dans l'hypothèse, on a supposé deux choses. Que cette somme appartient à i, ça c'est la première hypothèse, la première propriété de l'hypothèse de récurrence. La deuxième propriété, c'est que justement, d'après l'hypothèse de récurrence, qu'est-ce qu'on peut dire, les amis? On peut dire que, du coup, f de s, c'est inférieur à alpha prime 1 sur 1 moins alpha prime n plus 1 fois f de x prime 1 plus jusqu'à arriver alpha prime n sur 1 moins alpha prime n plus 1 fois f de x prime n plus 1. Inutile de rappeler que ça s'applique parce que la somme de ces coefficients alpha prime i sur 1 moins alpha prime n plus 1 est égale à 1 et que x prime 1 jusqu'à x prime n appartiennent à i. Donc, puisqu'on a pu majorer juste ça, on va encore une fois majorer tout ça. Donc, je vais multiplier par 1 moins alpha prime n plus 1 et je vais rajouter alpha prime n plus 1 fois f de x prime n plus 1. Donc, tout simplement, si on multiplie ici par 1 moins alpha prime n plus 1 fois f de s, vous voyez bien ici ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir simplifier avec les dénominateurs des termes. Ça nous fait alpha prime 1 fois f de x prime 1 plus jusqu'à arriver à alpha prime n fois f de x prime n plus 1. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à rajouter le deuxième terme, c'est-à-dire alpha prime n plus 1. Donc si je rajoute de chaque côté 1 moins alpha prime n plus 1 fois f de s, on va rajouter ici alpha prime n plus 1 qui nous manque fois f de x prime n plus 1. Qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait en fait, du coup, c'est comme si on avait la somme de alpha prime 1, f de x prime 1 jusqu'à arriver, cette fois-ci non pas alpha prime n, mais alpha prime n plus 1, f de x prime n plus 1. Voilà. Et donc, puisque ça est inférieur à ça, et ça est inférieur à ça, donc je peux dire, par conséquent, en définitive, que f de la somme, i allant de 1 jusqu'à
n plus 1 de quoi? De alpha prime i x prime i est inférieur du coup à, si vous avez alpha prime 1, f de x prime 1 jusqu'à arriver à alpha prime n plus 1, f de x prime n plus 1, en fait ça, c'est sigma, c'est la somme des alpha i, alpha prime i, f de x prime i allant de 1 jusqu'à n plus 1, et c'est ce qu'il fallait démontrer, CQFD pour le rang n plus 1. Donc, par récurrence, par conséquent, qu'est-ce qu'on vient de démontrer par récurrence? Que quel que soit n appartenant à n étoiles, n strictement supérieur à 0, quel que soit x1 jusqu'à xn appartenant à i, quels que soient les coefficients alpha i jusqu'à alpha n appartenant à R étoile plus, tels que sigma alpha i allant de 1 jusqu'à n égale à 1, on a deux choses. On vient de démontrer que petit a, sigma des alpha i xi, i allant de 1 jusqu'à n est dans i. Et la deuxième chose qu'on vient de démontrer, c'est que f de la somme des alpha i xi, i allant de 1 jusqu'à n est inférieure à la somme i allant de 1 jusqu'à n de alpha i f de xi. Et c'est ce qu'on appelle l'inégalité de Jensen. Voilà les amis pour cette démonstration très intéressante, étape par étape, cette récurrence qui est vraiment utile à comprendre, à maîtriser. J'espère que vous allez utiliser cette inégalité de Jensen. Je vais vous proposer dans les prochains jours des vidéos qui reviennent sur des exercices qui vont mobiliser cette inégalité de Jensen. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si ça n'est pas déjà fait, à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à m'écrire également monir.cours.particular-gmail.com si vous êtes intéressé par un cours particulier individuel ou collectif. Et puis les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.